gravité majeure. Et l'acidose respiratoire ou une hypercapnie doit motiver le recours à l'intubation trachéale. La radiographie du thorax réalisée va montrer un aspect de distension thoracique avec une horizontalisation des côtes, un élargissement des espaces intercostaux, un aplatissement de la coupole diaphragmatique ainsi qu'un cœur effilé dit en goutte. Donc, ici, nous avons le résumé, le diagnostic positif avec les signes cliniques et paracliniques. Donc, l'asthme aigu grave ou bien alarme asthme aigu très grave. Donc, la dyspnée, le patient est penché en avant. Les mots sont difficiles. Il est agité. La respiration, et on a une polypnée avec une participation des muscles accessoires. Les sibilants sont très bruyants. Il y a une cyanose et le DEP et la saturation est faite à 92%. Dans l'asthme aigu très grave, la saturation est à 90%. Et là, nous avons un silence auscultatoire et avec des bras dypnés, une confusion et une bradycardie. Donc, comme diagnostic différentiel, nous pouvons différencier l'asthme aigu grave avec un corps étranger inhalé, une sténose trachéale ou bronchique, la mucoviscidose, une dysplasie bronchopulmonaire, une bronchiolite oblitérante, la bronchopneumopathie chronique obstructive chez l'enfant ou bien une cardiopathie congénitale avec un shunt de gauche 3. Donc, comme diagnostic de gravité, les complications sont l'insuffisance respiratoire aiguë, l'emphysème obstructif, l'atelectasie, le pneumothorax, le pneumomédiastin ou bien l'arrêt cardio-respiratoire anoxique. Donc, comme c'est CAT d'urgence, donc devant toute urgence, il faut d'abord appliquer la règle ABC. Donc, airways, libérer les voies aériennes supérieures et aspirer aux besoins. Assurer une ventilation optimale avec comme objectif une saturation supérieure à 95% et placer 2 voies veineuses de bon calibre pour la circulation. Donc, il faut toujours scoper le malade pour surveiller les constantes vitales tout le long du processus. Donc, maintenant, la CAT en tant que telle repose toujours, et quel que soit le lieu, sur l'oxygénothérapie pour lever l'hypoxémie, la bronchodilatation pour faire face au bronchospasme, la corticothérapie pour lutter contre l'inflammation et la réhydratation pour corriger la déshydratation. Donc, en premier temps, l'oxygénothérapie, il faut mettre en place une oxygénothérapie adaptée initialement à débit élevé, puis titrée pour une saturation entre 84 et 98%, à un débit de 6 à 8 litres par minute par sonde nasale ou bien un masque facial à haute concentration. Si des signes d'épuisement respiratoire d'être neurologique sont présents, il faudra penser à l'éventualité d'une intubation trachéale pour une ventilation mécanique. Donc, en deuxième temps, il faudra administrer des bronchodilatateurs en aérosol. Donc, les nébulisations de bronchodilatateurs à courte durée d'action sont administrées avec de l'oxygène avec un débit de 6 à 8 litres par minute, mélangé à 2-3 cc de sérum salé isotonique à la pause suivante. Donc, pour le paracétamol, ils sont sous forme de dosette de 1,25 et 5 mg pour 2,5 ml. Donc, si le poids est inférieur à 10 kg, il faut nébuliser avec 1,25 mg. Un poids entre 10 et 30 kg, 2,5 et un poids supérieur à 30 kg, 5 mg. Pour la terbutaline ou bricanine, il faut 0,1 à 0,2 mg kg ou 1 à 2 gouttes par kilogramme, minimum 10 gouttes, maximum 5 mg, soit une dose de 2 ml. Pour les nébulisations de bromure d'atropium, d'ipratropium ou bien atrovène associé au salbutamol, il faut 0,25 mg pour les moins de 6 ans et 0,5 mg pour âgés de plus de 6 ans. Donc, les nébulisations sont répétées toutes les 20 minutes avec minimum 3 nébulisations dans l'heure. Pour le sulfate de magnésium, ses effets sont de courte durée. Il peut être utilisé en nébulisation avec les bêta-diurétiques en remplacement de sérum salé isotonique ou par voie intraveineuse à raison de 40 mg kg dans 100 cc de sérum salé isotonique à faire passer en 30 minutes. Donc, en troisième temps, le troisième temps consiste à initier une corticothérapie systémique, que ce soit par en voie intraveineuse. Donc, la prédnisolone ou bien la prédnisone à raison de 1 à 2 mg kg sans dépasser les 40 mg par jour. La bêta-méthasone à raison de 0,15 à 0,3 mg kg en une prise par jour pour une durée de 3 à 5 jours. Ou bien la méthylprédnisolone encore ou solumedrol à raison de 2 mg kg puis 0,5 mg par kilo toutes les 6 heures.
Donc, la réhydratation qui se fera de manière correcte à raison de 1,5 à 2 litres par mètre carré par jour. Et en cas de choc, levez le choc avec 20 cc de sérum salé isotonique en 20 minutes. Donc, pour le diagnostic étiologique, les facteurs de risque d'exacerbation. Donc, on a en premier lieu le mauvais contrôle de l'asthme avec un asthme qui est instable, une corticothérapie inhalée inadaptée, une exposition non contrôlée au tabagisme ou à des allergènes, l'augmentation de la fréquence et de la sévérité des crises, la moindre réponse aux traitements habituels et les périodes intercritiques qui sont de moins en moins asymptomatiques. Il y a aussi les comorbidités telles que l'obésité, la rhinoconjonctivite, l'allergie alimentaire prouvée, une mauvaise perception de l'obstruction, les antécédents d'hospitalisation pour crise grave à fortiori en réanimation, l'âge inférieur à 4 ans chez les adolescents, un déni de la maladie ou bien une non-observance du traitement, ou bien des troubles psychologiques de l'enfant ou de la cellule familiale. Donc là, c'est un tableau qui résume les facteurs de risque, genre les facteurs d'exacerbation d'une crise d'asthme. Maintenant, nous allons aborder la prise en charge. Donc, sur le plan curatif, donc les buts de la prise en charge, c'est de juguler la crise, d'améliorer le confort du malade, permettant à l'enfant asthme de mener une vie normale tout en préservant, restaurant son capteur respiratoire pour sa vie d'adulte, éviter et ou traiter les complications. Donc, comme moyen, nous avons l'oxygénothérapie, les bêta-mimétiques, les corticoïdes et les adjuvants. Donc, l'oxygénothérapie, c'est une oxygénothérapie humidifiée qui est le traitement immédiat de toute insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. Donc, l'huile nasale permet des débits allant jusqu'à 4 litres par minute. Les masques à haute concentration permettent d'avoir des débits minimum de 6 litres par minute, permettent d'atteindre des FiO2 proches de 80%, pouvant aller jusqu'à 15 litres par minute avec les masques à haute concentration. Donc, pour l'intubation, devant les cas où il faudra intuber, ce sera en cas d'asphyxie aiguë, de détresse vitale non immédiatement réversible sous traitement ou d'aggravation secondaire. Donc, l'objectif de cette oxygénothérapie est de saturation supérieure à 92%. Donc, pour les bêta-mimétiques, donc, ils sont de courte durée d'action et constituent le traitement prioritaire de l'asthme aigu grave. La voie inhalée est privilégiée en première intention en raison de son efficacité et de ses effets systémiques limités. L'aérosol doseur peut être également utilisé couplé à une chambre d'inhalation. La voie injectable, que ce soit par IV ou en sous-cutané, peut être utilisée en cas de non-réponse à la voie inhalée. Donc, les nébulisations avec un minimum de 3 séances durant la première heure, puis une fois pendant la deuxième heure et ensuite une fois toutes les 3 à 4 heures en fonction de la réponse. La voie intraveineuse peut être imposée par l'urgence ou l'efficacité insuffisante de la voie inhalée. La voie sous-cutanée peut être utile dans les formes extrêmement en médecine de ville. La perfusion intraveineuse est effectuée à débit continu à la posologie de 0,1 microgramme par kilo par minute, précédée d'une dose de charge de 5 microgrammes kilo à faire passer sur 3 minutes. La dose est augmentée progressivement. Donc, l'association de la voie IV et de la voie inhalée est bénéfique. Pour la corticothérapie, leur utilisation doit être précoce et systématique par voie systémique. Son effet anti-inflammatoire repose sur une diminution de l'œdème et des sécrétions bronchiques. Il restaure la sensibilité et le nombre des récepteurs bronchiques au bêta-mimétique. Leur action est retardée et débute entre 4 et 6 heures après la prise. La dose recommandée est de 1 à 2 mg kg par jour de méthylprénisolone, maximum 60 mg par jour.